Maintenant, nous allons nous intéresser aux outils, on vient de le dire, qui permettent aux employeurs de prévenir les discriminations depuis le recrutement jusqu'à la gestion de la carrière. Pour cela, pour cette prochaine table ronde qui sera modérée par Marie Larsonneau que nous accueillons. Marie, si tu veux me rejoindre. Marie, chef de projet et partenariat au sein de l'AFMD. J'ai le plaisir, on l'applaudit, J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Foroni, responsable d'études et de formation ISM Quorum. Soyez le bienvenu. Et Valérie Molena, directrice emploi, formation et diversité chez Air France. Soyez le bienvenu. Marie, c'est à toi. Merci Annabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver cet après-midi donc dans le cadre de la série 2022 autour de cette table ronde qui, comme l'a dit Armelle juste avant, permettra de rentrer dans le comment, dans l'action et parler des outils qui existent pour prévenir les discriminations dans l'emploi. Et évidemment, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de parler des process RH et de voir quels outils nous permettent à la fois d'évaluer, d'auditer, d'améliorer les processus RH et bien sûr s'assurer qu'ils soient exempts de biais discriminatoires. Donc des diagnostics, on l'a vu, il en existe plusieurs pour prévenir les discriminations. Ils ne répondent pas tous aux mêmes enjeux, ne s'utilisent pas de la même manière et pour les mêmes finalités. Donc pour en parler, j'ai convié cet après-midi 3 invités qui ont à la fois l'expérience et l'expertise pour qu'ils répondent donc à quelques questions et qui, j'espère, vous permettront de passer donc de la théorie à la pratique et vous inciter, si ce n'est pas le cas, de mettre en place une démarche de diagnostic dans de bonnes conditions. Donc pour que tout le monde sache où vous vous situez, je vais vous présenter Fabrice Foroni. Vous êtes responsable d'études et de formation au sein d'ISM Quorum, une association qui œuvre pour l'égalité de traitement et contre toutes les discriminations. Depuis plus de 25 ans, ISM Quorum répond à aux besoins des entreprises privées, mais aussi d'institutions publiques, en déployant des outils de diagnostic, des formations, de l'accompagnement et de l'évaluation. Valérie Molena, vous êtes directrice emploi, formation et diversité au sein d'Air France. Alors, dois-je présenter Air France ? Oui, quand même. Le groupe Air France KLM est parmi les leaders du trafic aérien international au départ de l'Europe, fort de 3 grands pôles d'expertise, à savoir le transport aérien de passagers, le fret et la maintenance aéronautique. Vous employez aujourd'hui 71 000 collaborateurs et collaboratrices. Et enfin, Joanne Titran, donc en tant que président de l'AFMD, je t'aurais normalement tutoyé, mais je m'adresse aujourd'hui au directeur diversité et inclusion du groupe Viadeco. Et je vais te vouvoyer si ça te va. Je vais essayer. Le groupe ADECO, donc, c'est un leader mondial en termes de solutions de ressources humaines, présent sur 5 continents, 60 pays et territoires. En France, le groupe emploie 8000 collaborateurs et permanents, répartis à travers différentes marques expertes comme ADECO, Humanis, Modis ou encore LHH, pour n'en citer que quelques-unes. Merci à vous 3 d'avoir accepté mon invitation. Et à l'issue de cette table ronde, nous prendrons des questions du public. Alors n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure dans vos têtes. Et des micros passeront dans la salle, bien sûr, que vous puissiez les poser directement à nos intervenants et intervenantes. Je vais commencer par vous, Fabrice. Quand on parle de diagnostic interne permettant de prévenir donc, les discriminations au travail, à quoi fait-on référence exactement ? Quel type de diagnostic existe-t-il ? Merci Marie. Ils ont déjà été évoqués finalement dans l'échange précédent, c'est bien, notamment Johan qui les pratique depuis des années. Maintenant, tu es allé à la théorie aussi, donc c'est très bien parce qu'effectivement, il a très bien dit qu'il y a une grande diversité de diagnostics. Donc, diagnostic interne, on va en retenir 4 principaux. Il y en a 2 qui sont très connus des entreprises. C'est d'une part d'auditer ces pratiques et outils RH au regard de la non-discrimination et de voir qu'est-ce qui est prévu pour recruter, pour gérer les carrières. Une autre aussi démarche qui est souvent connue des entreprises quand elles nous contactent, c'est d'aller enquêter les salariés pour recueillir leurs ressentis sur la diversité et l'inclusion ou les risques de discrimination. Puis il y a 2 autres types de diagnostics internes qui sont souvent moins connus des entreprises et qui visent à mesurer les risques discriminatoires. Donc l'un, ça consiste à faire un testing à la demande de l'entreprise, donc on va parler de testing sollicité, lorsqu'elle souhaite évaluer ses pratiques de présélection. Donc ça va se limiter à cette première période de sélection, de réception des candidatures.
Et puis l'autre type de mesure des risques discriminatoires, ça peut être aux étapes suivantes du recrutement. Et là, ça se fait par des données RH, donc les données RH de l'entreprise, là aussi à sa demande, en analysant un fichier de candidature pour voir notamment la probabilité d'être retenu à chaque étape en fonction des caractéristiques individuelles des candidats. Et puis, il y a aussi les fichiers de gestion des carrières, là aussi, qui peuvent servir à des analyses statistiques pour voir, par exemple, la probabilité d'avoir une mobilité ou une promotion. Et où en sont les entreprises en France, Fabrice? Combien sont-elles, celles qui pratiquent ce genre de testing ou d'outils? Depuis quand ont-elles recours à ce type de diagnostic? Alors, certaines entreprises pratiquent ces différents types de diagnostics depuis une vingtaine d'années pour prévenir les risques discriminatoires dans leur pratique. Nous, par exemple, à ISM Quorum, on a initié les 2 démarches dont je vous parlais, testing sollicité et analyse statistique de données RH, dès 2004. C'était avec le groupe Casino, ainsi qu'avec ADECO, avec LVMH, PageGroup et d'autres entreprises qui nous sollicitent régulièrement pour faire des testings périodiques. Elles ne s'arrêtent pas à un diagnostic, mais souvent elles en font plusieurs testings ou d'autres diagnostics pour faire évoluer leur périmètre d'analyse. Donc au total, depuis 2004, on a réalisé à peu près 80 diagnostics internes qui concernent une 50aine d'entreprises différentes. Et là, je ne compte même pas les autres entreprises qui travaillent avec d'autres organismes. Je pense à l'Observatoire des discriminations, entre autres, à Mosaïque RH. Donc il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont déjà fait des diagnostics. Nous, en ce qui nous concerne, celles avec lesquelles on travaille, il y en a plus de la moitié qui viennent de la FMD. Ça, c'est un point important aussi. Souvent, une entreprise, elle va se décider à faire un diagnostic par des échanges avec d'autres entreprises, des retours d'expérience, de voir ce que ça a donné. Et donc la FMD, en suscitant des retours d'expérience, des partages d'expérience, contribue à ça. Mais on a constaté quand même depuis 4-5 ans une hausse quand même importante des diagnostics, des demandes, qui peut être liée par exemple aux testings gouvernementaux qui sont réalisés depuis 2016, qui ont pu inciter des entreprises, là aussi, qui n'avaient pas encore fait de diagnostic interne à s'y mettre, sans pour autant que d'ailleurs qu'elles nous demandent des testings. Elles vont d'ailleurs de plus en plus souvent vers d'autres types d'approches, notamment les analyses statistiques de données RH. On verra pourquoi tout à l'heure. Merci Fabrice. Donc on voit ça remonte déjà à un petit moment et pour autant les inégalités, les discriminations persistent. En tout cas, les employeurs sont mobilisés pour les réduire. Johan, depuis quand et comment est-ce que finalement cette démarche a été mise en place au sein du groupe ADECO et par quel diagnostic avez-vous commencé ? Merci Marie. Donc la politique de lutte contre les discriminations au sein du groupe ADECO, c'est une politique qui a maintenant un certain nombre d'années, qui remonte à fin des années 90 et elle a commencé par un premier diagnostic qui a été un diagnostic sociologique. On a fait appel à un cabinet spécialisé dans la sociologie et qui a été enquêté, qui s'est, je vais le dire... Voilà, je dirais un peu trivialement, je vais mettre des guillemets, mais voilà, à qui on a donné carte blanche et qui s'est baladé dans l'entreprise et qui est allé écouter ce qui s'y disait, est allé interroger des collaborateurs, des collaboratrices sur cette thématique évidemment de la discrimination et de l'exposition au risque de discrimination qui pouvait exister dans l'exercice de notre activité. C'est le premier diagnostic qu'on a réalisé et qui a mis en évidence à l'époque, parce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est-à-dire que cette exposition au risque était bien réelle, que cette exposition au risque entraînait des difficultés pour nos collaborateurs, nos collaboratrices à y faire face, engendrait aussi pour elles et pour eux de la souffrance. Parce que quand vous êtes recruteur, quand vous êtes un acteur sur le marché de l'emploi, que votre métier, ce pourquoi vous vous levez tous les matins, c'est de recevoir des candidatures, s'entretenir avec eux, évaluer leurs compétences pour essayer de leur trouver une solution d'emploi et que vous avez à faire face à des obstacles qui n'ont rien à voir avec des compétences, mais à des discriminations, des représentations, des biais discriminatoires, ça crée aussi de la souffrance au sein de nos équipes. Et donc ça, ce premier diagnostic sociologique, il a servi de déclencheur à une première action à l'époque. Alors je dis première action, c'est une vague de formation. L'ensemble des collaborateurs, des collaboratrices du groupe ADECO à l'époque, entre 2000 et 2002, ont été formés en présentiel pendant 2 jours à faire face à la discrimination dans l'exercice de leur activité. Et puis quand on a eu fait, alors je vous passe les étapes et les détails de toute notre politique, mais ayant eu fait
cette étape de formation, donc de professionnalisation, c'est à laquelle je vous disais précédemment, je crois intimement et profondément, s'est posé la question d'une nouvelle évaluation. Parce qu'on avait mis en place de la formation, mais voilà, c'est quoi l'efficacité de ce puissant plan de formation qu'on avait mis en place? Et c'est là où on s'est retrouvé avec Fabrice, avec les équipes d'ISM, à mettre en œuvre une première campagne de testing sollicité de nos pratiques de recrutement. Cette campagne de testing sollicité, nos pratiques de recrutement, elle n'est pas arrivée là par hasard, elle est arrivée parce qu'on s'est retrouvé avec Fabrice et les équipes d'ISM, mais elle a été aussi mise en place dans un contexte particulier qui est que cette évaluation, ce regard qu'on voulait pouvoir poser sur la conduite de notre politique de lutte contre les discriminations, on a voulu le partager avec nos partenaires sociaux. Et donc on a engagé à l'époque, ça a pris 18 mois, ça a été un long cheminement qu'on a fait ensemble avec nos organisations syndicales pour aboutir en 2007 à un accord cadre de lutte contre les discriminations. Et dans les mesures prévues au dispositif de cet accord prévoyaient la réalisation de campagnes d'évaluation et donc cette première campagne de testing sollicité. Depuis, je vous passe les chapitres et pour nous faire arriver directement à 2022, on a renouvelé ces campagnes de testing sollicité, on a utilisé les audits, on a utilisé les diagnostics, on fait même des campagnes d'appel mystère pour ajouter encore un outil d'évaluation de notre politique de lutte contre les discriminations. Et si j'avais en synthèse, quelques ingrédients à retenir de ce cheminement et de la conduite de notre politique, vous l'avez compris, et je le répète, on l'a dit, mais il n'y a pas un outil ou une solution d'évaluation unique, mais il y en a une pluralité. La deuxième ingrédient, en tout cas, ou enseignement qu'on tire de notre pratique, c'est que, vous l'avez vu, on ne fait pas seul. On fait appel à ISM Quorum ou à d'autres prestataires dont c'est la spécialité et dont les méthodologies sont fiables, reconnues, rigoureuses. Voilà, c'est extrêmement important. Et on a pu voir qu'un certain nombre d'opérateurs, au cours de l'histoire, avaient pu mener des campagnes dont la fiabilité, en fait, n'était pas au rendez-vous. Et ça plombe tout le monde. Donc, c'est une affaire de pro. On ne faut pas faire ça tout seul. On ne vole pas tout, hein. J'ai plein de questions pour toi après. Oui, d'accord. Mais alors peut-être dernier ingrédient, la régularité. La régularité, ça me semble extrêmement essentiel. Voilà, si je devais résumer notre histoire ou notre parcours en matière d'évaluation de nos pratiques. Donc plus de 15 ans déjà de mise en place d'outils, comme l'AFMD qui a 15 ans également, je le précise. Merci Joanne pour ton partage. Valérie, je me retourne vers... Bon allez, je vais vous tutoyer, ça va être plus simple. Je me tourne vers toi. Air France se lance pour la première fois cette année dans une démarche d'analyse de fichiers de candidature et de gestion de carrière. Donc c'est les fameux outils de gestion de fichiers RH dont parlait Fabrice à l'instant. Pour quelles raisons Air France, où tu as décidé avec tes équipes de débuter cette analyse ? Bonjour à tous. C'est une réflexion qu'on a entamée déjà il y a quelques temps, mais c'est vrai que du coup, ça fait pas 15 ans, ça fait 3 mois. Donc c'est tout récent. Mais en fait, Air France est engagée dans une politique RSE depuis de longues années. On a des plans d'action. On a signé, on est très engagé à travers le dialogue social, tu l'as évoqué, mais on a signé notre 11e accord handicap triennal, donc ça fait plus de 33 ans. On a signé notre 6e accord égalité femmes-hommes. Et en fait, voilà, on est convaincus de notre ambition, de nos plans d'action, mais j'allais dire le besoin de mesurer l'impact, d'avoir quelques KPI en fait sur comment on peut progresser davantage. Et en fait, sur ces politiques, c'est beaucoup d'ambition. On a un écosystème, on travaille avec beaucoup d'associations sur les sujets de mixité, d'égalité des chances, d'insertion professionnelle, de visibilité LGBT. Mais voilà, on est entouré quand même de directeurs et d'une direction qui cherche la performance. Et c'est pas un sujet qui doit ignorer la performance. Et au bout de ces longues années, il nous a semblé important de pouvoir mesurer. Bien sûr, on fait des questionnaires régulièrement. Mais moi, ce que j'aimais bien dans le diagnostic, c'est encore une fois, on ne se sentait pas capable de le faire seul. C'est un sujet assez complexe et on voulait aller aussi au-delà du ressenti. J'aime bien le ressenti, mais notre politique, elle est vaste. Alors,
moi je travaille pour Air France, on est 38 000 salariés, il y a le groupe Air France KLM, on travaille, on a quelques actions communes avec KLM, mais c'est vrai que la législation et les attendus, voilà, c'est plus interculturel, sont un peu différents, mais en tout cas pour Air France, on avait ce besoin-là, voilà, de mesurer, et quelque part de nous faire progresser encore. Dans nos accords égalité femmes-hommes, pour la première fois, on a mis un peu adossé à la loi Rixin, mais des indicateurs chiffrés. Les syndicats nous demandaient beaucoup des engagements chiffrés de progression, même si on met des progressions en termes qu'on a une grille de rémunération, qu'on regarde les écarts entre les hommes et les femmes. Mais voilà, on est allé un petit peu plus loin cette année, et du coup, aujourd'hui, on avait vraiment aussi cette envie et quelque part l'environnement favorable et un COMEX qui était partant. Voilà, il faut de la maturité sur ces sujets et donc là on s'engage et je répondrai à d'autres questions pour voir comment, mais en tout cas voilà, l'envie elle était là et je pense que ça va être intéressant. Donc une volonté d'objectiver pas mal de choses qui sont déjà donc, en place au sein d'Air France depuis un moment. Vous l'avez dit tous les deux, Johan et Valérie, donc c'est une démarche aussi qui peut mettre du temps, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immédiate quand on décide de la mettre en place. Fabrice, je me retourne vers toi. Quels sont les prérequis pour entamer donc une démarche de mesure, que ce soit pour une analyse de fichiers CV ou de gestion de carrière, comme c'est le cas pour Air France aujourd'hui, ou pour un testing sollicité dans le cas échéant pour Adecco? Donc là, en termes de prérequis, on va se limiter aux conditions de faisabilité technique, parce qu'il y a aussi des questions de portage, de communication interne et autres. Mais donc là, les prérequis, pour que ça soit faisable, une analyse statistique de données RH, déjà, il faut veiller à la qualité de ces données. Donc sur un fichier de candidat, on va surtout s'assurer qu'il y a une traçabilité suffisante des choix réalisés par les recruteurs à chaque étape, ou au moins du moins aux premières étapes de la sélection, parce que c'est ce qu'on va analyser justement après statistiquement. Pour les carrières, il faut qu'on ait un minimum d'historique de carrière, si possible sur une dizaine d'années, et aussi ce qui est essentiel, parce qu'on est dans des périodes où les entreprises changent souvent de système informatique, il faut aussi qu'il y ait des données homogènes et comparables dans le temps pour pouvoir comparer les positions des salariés qu'ils occupent à différentes dates. Et dans les deux cas, candidature comme carrière, il y a un fort enjeu d'effectifs. Pour pouvoir faire des analyses, il faut que les effectifs soient importants pour avoir des analyses et des résultats statistiquement solides. Et puis aussi pour garantir l'anonymat des personnes concernées. On y reviendra après, mais il y a aussi des conditions juridiques essentielles. Pour un testing, les conditions de faisabilité, elles sont plus simples. C'est avant tout des conditions d'effectifs. Il faut qu'on puisse faire de nombreux tests. On n'est pas dans du testing juridique, on est dans du testing statistique, scientifique. Et donc, il faut pouvoir tester une entreprise qui recrute fréquemment sur quelques métiers, et aussi qu'il y ait une organisation décentralisée de ces recrutements afin de pouvoir disperser les tests entre différents recruteurs, tout simplement parce que ce n'est pas envisageable de concentrer des fausses candidatures sur une équipe restreinte de recruteurs, parce que la réception de trop nombreux CV déjà parasiterait leur activité. C'est déjà suffisamment compliqué pour eux de recruter. En plus, ça risquerait d'éveiller les soupçons et ça enlèverait toute crédibilité au testing. Voilà. Donc finalement, ce n'est pas simple à mettre en place. Il y a pas mal de critères qui permettent de choisir si effectivement on passe par une solution de testing ou un diagnostic d'analyse des fichiers et des données RH. Valérie, compte tenu de toutes ces conditions, de ces modalités qu'a rappelé Fabrice, est-ce que donc voilà, ça a été une démarche qui a été facile à mettre en place chez Air France? Elle est en cours en fait au démarrage aussi. Il faut aussi convaincre de l'utilité. Et donc là, on s'est engagé sur 2 diagnostics. On y allait franco sur le recrutement et sur les parcours professionnels. On est une entreprise où il y a beaucoup de promotion interne, beaucoup de mobilité, très peu de turnover. Donc c'était intéressant aussi d'aller plus loin que le recrutement. Mais par exemple, l'équipe recrutement qui a une charte de déontologie qui forme tous les recruteurs, les managers qui recrutent à la lutte contre les discriminations, qui ont des procédures très cadrées, qui sont auditées. Il y avait un peu une espèce de remise en question de si, moi je suis depuis 10 ans ces procédures, donc je n'ai pas de biais. Voilà. Et donc, effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se poser et de dire non, on va prendre de la hauteur, on va faire ce diagnostic pour savoir si quand même on est bon, finalement. Il faut quand même se le dire. Et peut-être qu'il y a certains biais qu'on n'a pas, et puis
peut-être qu'on verra quelque chose d'émergent. Et sur le parcours professionnel, alors là, c'est plus quelque part plus nouveau pour nous, parce qu'on l'a jamais fait, tout simplement. Voilà, donc il faut convaincre un peu de l'utilité, de dire que c'est une démarche collective. On l'a fait un peu en mode projet. Et il faut associer ce qui est intéressant aussi, c'est on a fait tout de suite un petit groupe transverse. Il faut associer, c'est pas le RH diversité corporate qui va faire ça tout seul. On a des équipes, enfin en tout cas des représentants de l'équipe RGPD, de notre système d'information, de la data, de la REMU, du recrutement, voilà, et des RH, donc et quelques managers, voilà, pour essayer de travailler ensemble du pourquoi, du comment. On n'en est qu'à la phase de trouvons la bonne donnée et confions les données, des données propres. Et c'est là où c'est un grand moment de solitude quand on se retourne sur les systèmes d'information successifs d'Air France. On a un système SI qui a quelques années maintenant aussi, donc qui n'est pas parfait. On est une grosse entreprise, donc même la nature des données n'est pas forcément très exact. Donc là, on en est à cette espèce de gros travail pour fournir les bonnes données pour avoir un diagnostic correct, on va dire. Donc la donnée, la data, la qualité de la donnée au cœur de tout cela. Une fois que la démarche est lancée, que les diagnostics sont opérés et que les résultats sont sortis, Johan, que se passe-t-il? Une fois qu'on a mis en place ce genre de diagnostic, à quoi ça sert? Que fait-on des résultats? Donc on a tenu 2 questions pour le vouvoiement. Alors, à rien. Ça sert à rien. Non, évidemment, c'est une provocation. Vous l'avez compris, ça ne s'improvise pas. On fait appel à des prestataires, donc on investit dans ces outils, dans ces instruments de mesure. Donc bien sûr qu'ils ont leur utilité. Donc à quoi ça sert? On l'a dit, ça sert à mesurer l'efficacité, ça sert à mesurer l'impact des politiques qu'on met en place. Et donc on sait que quand on n'a pas d'indicateur, ce qui ne se mesure pas ne se manage pas. Donc évidemment, ça a cette première vertu. La deuxième vertu, à mes yeux, c'est d'amener de la pédagogie contextualisée. Je m'explique. Bien sûr, il existe, on y a fait référence lors de la table ronde précédente, des baromètres qui viennent indiquer la perception que peut avoir la population française en général sur la persistance des discriminations dans le domaine de l'emploi. Mais quand vous êtes un collaborateur et une collaboratrice d'une entreprise comme la nôtre, intermédiaire sur le marché de l'emploi, eh bien, mettre en place des campagnes, je vais rester sur cet exemple de testing sollicité, ça nous permet d'apporter de la pédagogie que j'appelle contextualisée à nos collaborateurs. Pouvoir leur dire que oui, il y a cette réalité du marché de l'emploi, qu'ils le veuillent ou non, à laquelle nous sommes confrontés, et que si l'entreprise investit jusqu'à mettre en place ses propres campagnes de testing sollicité plutôt que d'attendre hypothétiquement qu'un acteur gouvernemental ou associatif le fasse, mais qu'on le fasse par nous-mêmes, ça amène cette pédagogie, cette attention, cette confiance à nos collaborateurs que si nous le faisons, c'est pour leur transmettre de la confiance, pour leur dire que c'est un sujet qui est important pour l'entreprise, sur lequel ils sont entendus, et que tous ensemble, collectivement, on doit progresser, on doit prendre en main ce sujet, et que si l'un ou l'autre était en difficulté ou en situation de non-maîtrise, il peut compter sur son entreprise, sur son employeur, pour l'aider à y faire face. Donc de la pédagogie que j'appelle contextualisée, je ne sais pas encore une fois si c'est la bonne façon de le dire, mais la pédagogie pour moi est extrêmement importante. Bien sûr, ça permet du pilotage et de l'action corrective, comme tout diagnostic, quel que soit le domaine qu'on peut évoquer. Moi, si je prends l'exemple de nos campagnes de testing sollicité, chacune de nos campagnes nous permet de déterminer le plan d'action triennal de formation qu'on met en place pour les 3 ans qui suivent. La dernière campagne de testing sollicité qu'on a menée, dont on a révélé les résultats intermédiaires au printemps dernier, se traduit très concrètement, là où on se parle, par à la fois un nouveau module de sensibilisation à l'attention particulièrement des nouveaux collaborateurs, nouvelles collaboratrices, stagiaires et ou alternantes au sein de notre entreprise, parce qu'on a pu voir que la façon dont on les accompagnait pour les professionnaliser était peut-être pas suffisante. Donc on a co-construit un module spécifique pour eux, pour leur faire acquérir les bons réflexes
face à une situation de discrimination qu'il pourrait détecter ou à laquelle il pourrait être confronté. Et puis, on a mis en place depuis le printemps, et donc on a un peu plus déjà de 350 collaborateurs, collaboratrices qui ont bénéficié d'un coaching personnalisé pour faire face à la commande discriminatoire. Et là, l'ambition, le plan triennal qu'on a et les objectifs qu'on s'est donnés, c'est de former à ce coaching les 3000 collaborateurs, collaboratrices du groupe Adecco qui sont en contact, qui sont en relation avec des employeurs qui font appel à nos services. Donc très concrètement, de l'action corrective. Après, peut-être un dernier point, bien sûr, ça vient aussi structurer ces évaluations, notre politique de lutte contre les discriminations et la façon dont on la pilote, la façon dont on la manage. Et donc, ces instruments de mesure, aujourd'hui, nous, ils sont intégrés et ils sont suivis dans le comité des risques. On est une grande entreprise, mais comme beaucoup d'entreprises que vous représentez, il y a un comité des risques. Et bien chez nous, ça fait ces instruments de mesure font partie du suivi qui est mis en place au sein du comité des risques. J'aimerais revenir sur la question de la communication. Tu nous as parlé d'une finalité pédagogique auprès des salariés, des collaborateurs, des collaboratrices. Est-ce qu'il faut communiquer sur les résultats à la fois en interne mais aussi en externe, donc plutôt dans un enjeu aussi de marque employeur, quels que soient les résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais? Alors, je vais répondre oui et non. Je vais répondre non sur la communication en amont. En tout cas, le choix qui est le nôtre. Quand on lance une campagne de testing sollicité, on ne communique pas auprès de nos collaborateurs pour leur dire voilà, cette année, en 2023, on va mener une campagne de testing sollicité. Donc, ce n'est pas notre choix. On est silencieux, on mène la campagne et on va communiquer sur les résultats. On va communiquer sur les résultats en interne. Évidemment, ça, j'ai envie de dire, c'est non négociable. Si on veut avoir cette finalité pédagogique, on est obligé de communiquer. En tout cas, c'est là aussi le choix qu'on fait. Et les premières communications qu'on va faire, les 2 premiers destinataires, et Fabrice le sait bien parce qu'il en rend compte, c'est le comité de direction et c'est la commission paritaire de notre accord cadre de lutte contre les discriminations. Donc, dire autrement, on rencontre à nos partenaires sociaux et à notre comité de direction simultanément et en tant que premier acteur. Et ensuite, on va communiquer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. Ça, c'est pour l'interne. Pour l'externe, la pratique qui a été la nôtre, elle a été variable selon les époques. Pour la campagne, les résultats de notre dernière campagne au printemps 2022, on a fait le choix de communiquer en externe assez largement, comme on avait pu le faire en 2012, donc il y a 10 ans. Et puis, entre-temps, on avait plutôt eu une communication discrète en externe, même si on fait connaître auprès des acteurs engagés nos résultats. En tout cas, la preuve de transparence, elle est appréciée, je pense aussi de la part des équipes. Si j'en reviens à l'application, Fabrice, concrètement, quels sont les critères de discrimination que l'on peut mesurer grâce à ces diagnostics ? Comment est-ce qu'on s'assure également, Valérie a commencé à parler du règlement général de protection des données, le RGPD, comment ça se passe ? Donc, concernant les testings, il n'y a pas d'enjeu relatif au RGPD puisque les candidatures qu'on manipule sont fictives. Et d'ailleurs, le fait de les créer elles-mêmes, nous-mêmes, fait qu'on peut tester une grande diversité de critères, soit directement, par exemple en jouant sur le sexe, l'âge, le lieu de résidence, la mention ou non d'une RQTH, la nationalité qu'on va mentionner ou non dans certaines candidatures et voir l'effet que ça a ou pas sur les recruteurs. Soit aussi, on peut évoquer des critères indirectement dans les CV, donc en choisissant une photo, un nom, un prénom de telle ou telle consonance, qui vont pouvoir évoquer une certaine origine ethnique, culturelle ou même sociale, ou une apparence, un certain type d'apparence, ou bien encore en indiquant des fonctions, une implication associative, l'affiliation à une association qui permettra là de suggérer éventuellement un critère d'orientation sexuelle, d'implication syndicale ou d'appartenance religieuse. Voilà. Donc ça, c'est pour le testing où c'est un dispositif qui est un peu, on va dire, exploratoire, où on construit complètement les critères à la demande des entreprises et de ce qu'on veut évaluer. Bon, par contre, effectivement, les critères de discrimination qui sont analysables à partir des fichiers RH, ils sont beaucoup plus limités. Ils correspondent aux infos qu'on trouve classiquement dans des fichiers RH. Donc, c'est habituellement le sexe, l'âge, la mention d'un handicap, le lieu de résidence, éventuellement. Et donc, mais par contre, ces données RH, elles peuvent aussi
intégrer des analyses sur le critère de l'origine. Donc nous, on utilise l'approche à partir de la consonance des prénoms. On pourra y revenir, hein, mais elle a l'intérêt, au moins cette approche qu'on a construite pendant des années en échange avec la CNIL, d'être conforme avec les attentes de protection des données, et donc là de rentrer aussi dans le cadre du RGPD. Et donc ça, c'est une dernière chose qui est essentielle, effectivement, c'est que quand on analyse des données RH, il faut rentrer dans le cadre légal qui est fixé par le RGPD. Donc il faut être en mesure vraiment de proposer un protocole clair, transparent, de prendre le temps d'échanger avec les services juridiques des entreprises pour leur dire voilà tout ce qu'on va vous proposer. Et d'ailleurs, des fois, ils nous en demandent d'autres, hein, selon leurs règles internes de sécurité des données. Mais nous, à minima, on va leur proposer tout ce qui permet de répondre aux attentes du RGPD en termes de sécurisation des données, de traçabilité des différentes étapes de traitement de ces données, jusqu'à leur destruction à l'issue du diagnostic, et puis d'anonymisation aussi de ces données, anonymisation d'emblée, y compris quand on intègre des prénoms pour aborder indirectement l'origine, et puis aussi d'anonymisation dans le traitement des résultats, c'est-à-dire de produire des résultats où en aucun cas, par croisement de variables, on pourrait identifier les individus. Voilà, donc à signaler d'ailleurs que le RGPD, des fois on entend dire que ça vient compliquer les choses. Au contraire, nous on trouve que c'est venu vraiment clarifier les rôles de chacun. Ça dit bien ce que chacun doit faire, que ce soit le prestataire ou l'entreprise, et comment il doit le faire. Voilà, donc ces diagnostics, au final, ils permettent aux entreprises souvent de compléter déjà des statistiques RH qu'ils auraient pu produire elles-mêmes, et notamment sur le critère de l'origine, où l'entreprise n'a absolument pas le droit de produire quoi que ce soit. Là, on peut venir, comme disait tout à l'heure Valérie, on peut amener une compétence en plus en tant qu'organisme extérieur, et justement leur amener des analyses que l'entreprise, des fois, n'a pas le temps. Déjà un problème de temps, et puis des fois de compétences de faire des analyses sophistiquées, notamment par régression. Et si je peux préciser, je crois savoir que toutes les méthodologies et diagnostics opérés par ISM Quorum ont été faits après validation de la CNIL. Donc ça permet aussi de rassurer, je pense, un certain nombre d'employeurs qui peuvent se poser la question de se lancer ou non dans ce type d'initiative. Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données-là à ces fins-là ? Enfin, voilà, je pense que ça permet effectivement de rassurer aussi. Et ce que évoquait tout à l'heure aussi Valérie, c'était l'approche structurante que pouvaient permettre ces diagnostics. Si on le compare à d'autres outils qu'on a évoqués un peu plus tôt en amont de cette journée, les index de mesure, les baromètres de perception, etc. Valérie, quel est ton avis finalement sur cet outil ? Qu'est-ce qu'il apporte pour Air France, ou ce que tu aimerais qu'il apporte en tout cas pour Air France ? On n'a pas les résultats. Non, mais c'est toujours... On a beaucoup de baromètres ou d'obligations, des index qui arrivent régulièrement. Quand ça tombe sur l'entreprise, je le dis un peu crûment, mais quand ça tombe un peu sur l'entreprise, c'est toujours un peu une contrainte, j'allais dire, qui est imposée à nous. C'est pas la question du résultat, mais là, la démarche, c'est l'inverse. C'est nous qui choisissons de faire ces diagnostics. Et c'est complètement différent pour embarquer, justement, je pense, les équipes concernées. Et donc, c'est pas du tout la même démarche. Et là encore, c'est structurant, c'est un peu presque scientifique. Et on n'a pas la compétence, je reprends ce que tu dis, Fabrice, on n'a pas la compétence en interne de mesurer ça. On a peut-être des pressentiments, mais c'est un vrai travail de fond. Et je vous dis, il faut aussi de la bande passante. Et si ça fait 3 mois qu'on est engagé, on n'en est encore pas au bout. Mais voilà, moi, c'est ça que je vois. Le gros intérêt, c'est d'être acteur en fait de ce choix de faire des diagnostics et de mesurer l'impact de nos politiques, plutôt d'attendre que quelqu'un nous le demande. Et je rebondis aussi sur ce que disait tout à l'heure Fabrice. On sait la difficulté ou les débats qui tournent aujourd'hui autour du critère de l'origine. Cette approche-là permettrait de dépasser la simple statistique. Joanne, est-ce que tu aimerais réagir vis-à-vis de ça ? Est-ce que c'est un des critères que vous avez déjà évalué, notamment auprès du groupe ADECO ? Alors, Fabrice a déjà, je pense, bien exploré la question. Et effectivement, il ne s'agit pas d'opposer, mais de montrer, je crois que Fabrice utilisait le terme de compléter, donc de complémentarité. Dans les campagnes de testing sollicitées pour lesquelles on a fait appel au service d'ISM Quorum, le critère de l'origine est systématiquement utilisé et reconduit campagne après campagne. Donc oui, c'est utile. Ok.
Donc, vous l'avez compris, si on vous parle de diagnostic cet après-midi, c'est aussi parce qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui n'ont pas connaissance des outils à leur disposition pour prévenir les discriminations. Elles n'ont pas ou connaissance des modalités d'application qu'a rappelé Fabrice tout à l'heure, ou alors elles sont freinées par le coût de ces mesures, de ces diagnostics, parce que même si les résultats sont précieux, forcément c'est un investissement financier aussi certain. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que l'AFMD et ISM Quorum se sont associés pour encourager donc, le développement de ces diagnostics parmi les organisations adhérentes de l'AFMD. Cette année, nous avons lancé une opération donc, collective à laquelle participe Air France. Nous l'avons proposée à des coûts plus attractifs grâce à la mutualisation de certaines tâches transverses. Et cela offre en outre aussi la possibilité à chaque employeur qui y participe de comparer ses résultats avec ceux de d'autres organisations. Donc, depuis janvier, ce sont 10 diagnostics qui sont en cours de réalisation pour certains, qui ont été lancés dans le cadre de cette démarche mutualisée. Et je repasse la parole à Johan en tant que groupe ADECO et puis aussi en tant que coprésident de la FMD. Quelles recommandations est-ce que tu donnerais aux représentants d'organisations qui nous écoutent pour qu'elles se lancent elles aussi dans une démarche de diagnostic ? Je crois que Valérie a dit n'attendez pas, devenez vous-même acteur. Vous faites de votre organisation une entreprise qui agit plutôt qui subit. Donc je pense que voilà, si j'avais un premier conseil, ça serait sûrement celui-là. Le deuxième, j'espère qu'on a nos témoignages vous ont aussi convaincu et levé le doute, si vous aviez un doute de la faisabilité technique, juridique, etc. Est-ce qu'on peut faire ? Oui, on peut faire, c'est possible de le faire. Et puis, si j'avais un troisième message, parce que tu l'as dit, la FMD, on a initié ce mouvement-là, mais on s'en réclame pas propriétaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le plus grand nombre possible d'organisations rejoignent ce mouvement et donc se mettent à piloter, à évaluer leur politique de non-discrimination. Donc rejoignez-nous, rejoignez le mouvement, pour qu'on soit bien plus nombreux que les 10 organisations, 10 adhérents de la FMD là, qui rejoignent cette opération collective. Les 50% que tu as cité, Fabrice, tout à l'heure, des membres de l'association qui ont déjà, en tout cas, au moins fait appel au service d'ISM pour mettre en place l'une ou l'autre de ces instruments de mesure. Mais voilà, c'est surtout pas quelque chose qui est l'apanage de la FMD, c'est toutes les organisations, tous les employeurs de France. Donc rejoignez-nous. Rejoignez le mouvement. Tu l'as dit, n'hésitez plus à vous lancer. Si vous hésitez encore, c'est le moment de poser vos questions. Donc il y a plusieurs micros qui vont circuler dans la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour Fabrice, Valérie ou Johan. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis Romain Daubignard, chargé de l'organisme de formation de la Cravate Solidaire, une association qui agit pour l'insertion professionnelle. Ma question s'adresse principalement à Monsieur Foroni, mais vous pouvez librement y répondre tous. C'était tout d'abord sur cette dynamique de diagnostic interne que réalisaient les entreprises qui faisaient appel à vous. Je voulais savoir si les entreprises choisissaient les facteurs de discrimination sur lesquels elles étaient diagnostiquées, ou si vous réalisez des testings un peu aléatoires sur l'ensemble des critères de discrimination qu'il existe. Et j'avais une suite à ma question qui était, une fois ces diagnostics réalisés, est-ce que vous proposez aux entreprises des pistes pour étoffer leur politique de lutte contre les discriminations en interne ? Voilà, merci. Donc sur les facteurs, non. On travaille sur ceux qu'ils souhaitent travailler. Nous, par contre, on peut leur donner des conseils. Mais après, par facteur, vous entendiez bien critères de discrimination. Donc non, déjà parce que si c'est des analyses de fichiers RH, c'est eux qui vont nous donner les données. Bon, nous, n'importe comment, même s'ils veulent travailler sur un critère, sur les données RH, on leur dit, vous savez, pour le même prix, on va travailler sur tous les critères. Parce qu'on va tous les prendre en compte et on fera des analyses qui les prendront en compte. Donc ça, c'est pas un souci. Sur les testings, souvent, les entreprises veulent beaucoup de critères. Surtout la première fois qu'elles font un testing, elles viennent un peu au marché, elles disent, nous, on n'a pas une grosse demande, on aimerait travailler sur le sexe, l'origine, l'âge, le handicap et puis éventuellement l'appartenance religieuse. Voilà, on a eu des demandes au début comme ça, on vous dit attention, un testing, plus on teste de critères et plus on rajoute de CV. Plus on rajoute de CV, plus vos recruteurs vont être harassés de fausses candidatures. Donc c'est plutôt nous qui réduisons en leur disant attendez, quelles sont vos attentes ? Et les entreprises, souvent, elles prennent le critère où elles attendent le plus d'écart discriminatoire. Elles ne vont jamais vers celui qui est
le plus simple, le plus évident et qui n'apportera rien. Parce que c'est quand même du budget derrière, notamment un testing, c'est lourd, c'est long. Si c'est pour produire l'évidence, mesurer ce qu'ils savent déjà, c'est pas la peine. Donc c'est plutôt elles qui choisissent en échange et puis on essaye de prendre ce qui est le plus pertinent pour elles. Voilà. Après, sur l'aspect préconisation, oui, on peut leur préconiser des choses. Nous, déjà, on fait un diagnostic. Et après, des fois, il y en a qui nous demandent, à partir de ça, qu'est-ce que vous nous préconisez ? Donc, on peut leur dire ce que font déjà d'autres entreprises dans les mêmes situations, en termes de pistes d'action, effectivement. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup d'elles-mêmes qui vont s'approprier les choses, et puis après, aller contacter d'autres personnes pour aller plus loin en termes d'accompagnement ou autre. Donc, ce qu'on aime bien aussi, c'est effectivement, c'est une des bonnes pratiques, moi, que j'apprécie, c'est quand les entreprises s'approprient nos résultats. Nous, on leur a fait un diagnostic, un audit. Elles s'approprient les résultats, on les aide pour ça. Et souvent, elles-mêmes vont aller voir comment on va compléter ça et comment concrètement on va modifier des pratiques défaillantes ou valoriser des bonnes pratiques. Ça peut... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Fabrice. Monsieur au 5e rang. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Ok. Oui, donc merci de me donner cette occasion. Je vais monter juste un petit peu sur le fait que il y a une approche un peu plus globale de RSE qui est en question à travers ce genre d'atelier. Et donc moi j'ai entendu qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas spécialement identifiés en termes économiques, même s'ils sont présents évidemment, surtout devant un public d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Et puis il y a des enjeux politiques et de société aussi. Donc voilà, je veux juste faire un petit peu ce point sur le fait qu'il y a quand même une dimension essentielle à présenter sur les enjeux de ce genre de pratique qui me paraît pas encore complètement clarifié aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on entend beaucoup parler d'outils. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros enjeu de transformation en général par rapport aux enjeux de RSE dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, il y a, à mon sens, un enjeu culturel qui est important. On a parlé de sociologie tout à l'heure. C'est quoi en fait le référentiel dans le cadre duquel l'entreprise s'inscrit, notamment dans ces logiques de RSE aujourd'hui ? Alors il y a la loi Pacte aujourd'hui qui apporte un nouvel élément. Mais voilà, je pense qu'il y a un enjeu de transformation culturelle qui est important pour traiter l'ensemble de ces sujets et qui nécessite qu'il y ait tous ces outils qui soient déployés par la suite. Mais est-ce que, en fait, cette problématique culturelle, vous l'adressez d'une manière ou d'une autre ? Qui souhaite prendre cette question ? Ouais, enfin, l'entreprise, ça s'inscrit dans la culture de l'entreprise, mais l'entreprise, elle ne peut pas être à côté de l'évolution sociétale. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment dans ce sens-là. Voilà, donc on l'adresse. Je ne sais pas bien répondre à votre question, mais en tout cas, ça a ce sens-là. Et quand je dis que la RSE, ça mesure les progrès, c'est aussi la politique des petits pas. Et donc, il n'y a pas un coup de baguette magique pour dire demain, on est le champion de la RSE. Nous, ça fait très longtemps qu'on avance, mais à un moment, il faut quelques marqueurs. Et on a trouvé que c'en était un intéressant. Et de toute façon, on y est quelque part obligé. Là où je vous rejoins, c'est que la société, les attendus même de nos collaborateurs changent. Et donc, la perception qu'ils ont de leur entreprise en termes d'engagement sociétaux, de lutte contre les discriminations, voilà, de l'égalité de tous, elle nous est adressée de toute façon, j'allais dire presque au quotidien. Donc voilà, moi, en tout cas, la démarche, elle s'inscrit vraiment dans ce panorama assez large. Peut-être qu'en parlant de référentiel, vous avez cité la loi Pacte. Je sais que lors des campagnes présidentielles, le président Emmanuel Macron affirmait vouloir rendre systématique, par exemple, le testing auprès des entreprises de 5000 salariés. Je pense que peut-être Fabrice et Joanne voudront rebondir dessus, mais effectivement, il y a un certain nombre de modalités, de critères d'application qui ne peuvent pas forcément s'appliquer à toutes les entreprises de plus de 5000 salariés, quelles qu'elles soient. Donc, attendre un référentiel pour impliquer ce changement de culture ou attendre qu'une loi passe pour inciter les entreprises à s'auditer elles-mêmes, se diagnostiquer, est vraiment là la solution ? Je ne sais pas si l'un de vous veut rebondir.
Allez, je me lance. Fabrice, sur toutes les conditions de faisabilité, est-ce qu'une campagne de testing sollicitée est conditionnée à une taille d'effectif de 5000 et plus? Je crois que la réponse est non. On est d'accord, la réponse est non. Évidemment, il y a plein d'autres critères qui doivent être remplis avant ce critère d'effectif et même en excluant ce critère d'effectif. Voilà. Moi, j'aurais plutôt une réflexion à apporter, si j'avais une réflexion à apporter au pouvoir public, c'est plutôt que d'essayer de fixer comme ça, avec des effets de seuil qui ne sont pas appropriés, je leur renverserais plutôt la question pour leur demander mais comment vous comptez soutenir les organisations qui souhaitent mettre en place et utiliser l'un ou l'autre des instruments de mesure qui aujourd'hui existent, dont on a dit que c'était une affaire de pro, que ça coûtait. Ça coûtait quand même un peu d'argent, c'était donc un investissement à faire. Et est-ce qu'il n'y a pas plutôt des mesures de soutien à l'investissement dans ces mesures d'évaluation des politiques de lutte contre les discriminations, plutôt que de déclencher une campagne de testing sollicitée avec un calibrage qui est mal approprié, pour pas dire pas approprié, et qui donnera des résultats qui seront pas bons, qui seront pas fiables, qui seront pas opposables, qui seront pas sérieux et qui, in fine, vont pas nous servir, nous, organisations et la société de manière large, à progresser comme aujourd'hui on a besoin de le faire. Donc ça serait pour le commentaire sur cette mesure ou intention qui peut-être... je vais reprendre l'expression entre guillemets, nous tomberait dessus en tant qu'entreprise. Et puis, peut-être on n'a pas utilisé les mots directement pour l'exprimer, mais est-ce que c'est un enjeu économique que de lutter contre les discriminations? Il n'y a aucun doute. Je crois que c'est le Conseil d'analyse stratégique qui a estimé que c'était 130 milliards le coût des discriminations en France. Donc, une fois qu'on a dit que c'était 130 milliards, je pense que ça fait quand même un tout petit peu d'argent. Et puis, quand je dis ma conviction ou cette réalité qu'un enjeu de recrutement ou de gestion de ses collaborateurs et de ses collaboratrices pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, c'est juste essentiel et consubstantiel à sa performance sociale, mais à sa performance économique. Se priver de talent pour un critère de genre, de handicap, quel que soit le critère autre que la compétence, c'est juste une ineptie, une aberration. Et c'est la même chose dans la gestion de carrière. Ne pas promouvoir, et on va prendre un exemple caricatural, mais qui est encore aujourd'hui de réalité, mais ne pas promouvoir ces talents féminins en poste à responsabilité, c'est une perte, c'est bien sûr une perte de chance pour les personnes concernées, pour les femmes concernées. C'est une injustice sociale, mais c'est aussi une aberration économique. Nous avons d'autres questions dans la salle, au 7e rang. Bonjour. Donc, justement, pour rebondir avec la pensée de monsieur, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais ce matin, on a parlé de perception, là, vous nous parlez de diagnostic. J'ai envie de dire, à quand l'action? Et l'action coordonnée et combinée, parce qu'on parle d'RSE d'un côté, d'inclusion de l'autre, alors que Patrick Martin nous l'a rappelé ce matin, agir ensemble pour une croissance responsable. Donc il y a un côté, quel est l'impact de l'inclusion aujourd'hui sur les sujets RSE? Comment est-ce qu'on peut les mesurer et communiquer dessus? Et justement, au-delà de la croissance verte, durable, je ne reviendrai pas sur tous les débats de communication et le sujet de la décroissance. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'entreprise n'est-elle pas justement de redéfinir la croissance et la rentabilité avec une productivité qui ne serait plus financière, mais qui serait humaine, sociale et à impact environnemental, etc. Donc, au-delà des diagnostics et des testings, quelles sont les mesures d'efficacité que vous nous proposez aujourd'hui? Je pense que ta question, Aziz, est pour nos représentants d'organisations privées. Est-ce que Johan ou Valérie, vous souhaitez rebondir? Bien sûr. On a dit que c'était 130 milliards le coût des discriminations. Donc quand on met en place ces instruments de mesure qui sont plus que des diagnostics, c'est la mesure de l'efficacité de ces politiques de lutte contre les discriminations. Donc quand on évite des discriminations, eh bien on réduit cet impact économique, ces 130 milliards, et on apporte une contribution vertueuse à cette croissance responsable qui est inscrite sur les murs de l'auditorium. Peut-être un premier élément de réponse. Et bien sûr, je rejoins votre propos. Ce qu'il y a derrière les actions qu'on met en place pour favoriser la diversité et l'inclusion, lutter contre toutes les formes de discrimination, bien sûr, c'est peut-être revenir, parce qu'on parlait de changement culturel. Est-ce que c'est vraiment
apporter une nouvelle transformation, une nouvelle évolution du rôle des entreprises et de la responsabilité des entreprises, ou est-ce que c'est pas en fait revenir à ce que devrait être le rôle et la responsabilité d'une entreprise? Et donc peut-être on s'est collectivement écarté, en tout cas notre société, sur tel ou tel aspect, s'est collectivement écarté. Moi, je pense plutôt que c'est revenir à la base, aux fondamentaux. Une entreprise est au cœur de la société est dans l'entreprise, et c'est cette interaction qui nourrit nos collectifs de travail, parce que derrière organisation, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, et ces individus, ils y viennent, ils sont d'autant plus motivés et engagés qu'ils s'y retrouvent, et qu'ils y retrouvent les valeurs et les enjeux que la société porte aujourd'hui. Donc, oui, monsieur. Oui, après, on ne se cache pas derrière un diagnostic ou des outils. Là, c'était un peu le sujet du moment. Mais moi, je l'ai dit, on a fait des plans d'action depuis très longtemps. Mais c'est très divers. Mais il y a plein de choses très concrètes que fait l'entreprise. Après, l'entreprise a son rôle RSE et on y prend largement part. Après, voilà, elle est confrontée à un contexte économique et des difficultés financières parfois. Ça a été notre cas les 2 dernières années très fortement. Mais voilà, on a des choix de dire on fait des people reviews de femmes exclusivement pour détecter de plus en plus tôt celles qui pourront devenir les dirigeantes ou les directrices de demain. Voilà, on accueille 500 jeunes de 3e pour leur faire découvrir nos métiers. On fait une forte... On est très implanté dans les territoires autour de Roissy et d'Orly. Donc, on a des jeunes des territoires qui sont décrochés de la scolarité ou des études et on les remet en formation de base pour qu'ils deviennent nos futurs apprentis. Voilà. Je pense que les actions, elles existent très concrètement dans plein d'entreprises. Mais voilà, c'est la politique des petits cailloux, là, cette fois. C'est vraiment, on peut vous faire un catalogue. Ça ne fait pas forcément l'effet waouh parce que ça va toucher telle ou telle population. Ça sera une action voilà, qui est adressée à... On a, nous, 2000 personnels en situation de handicap. On a un service dédié à ça. La RSE, c'est quelque part travailler sur ces sujets de façon transverse et de l'élargir aussi au développement durable. Donc je pense que quand même, les grandes entreprises françaises, on n'a quand même pas à rougir de ce qu'on peut proposer. Et donc voilà, les diagnostics, encore une fois, c'est pour nous faire progresser encore plus. Mais les actions concrètes, elles sont présentes. Et si je peux me permettre, c'est justement l'idée de cette semaine aussi que de rallier les enjeux RSE au sens sociaux et sociétaux, qui sont également en lien avec la diversité et l'inclusion, sur toute la chaîne de valeur, sur la manière dont on va interagir avec des prestataires, des fournisseurs, mais nos clients, puisque toutes vos organisations travaillent en contact avec aussi de la clientèle, etc. Donc c'est vraiment le pourquoi de cette semaine, pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Alors, volontairement, les enjeux environnementaux ont été mis de côté, mais en fait, tout se tient. On sait très bien qu'en luttant contre la pauvreté, on réduit considérablement des enjeux environnementaux et inversement. Donc, je prends la question pour l'année prochaine. Ça fera peut-être l'objet d'une autre table ronde ou du passage à l'élection. En tout cas, pour le moment, on a pas mal d'outils, pas mal de... Enfin, moi, je suis assez optimiste à vous écouter. Je pense que de plus en plus d'organisations... se remettent en question, s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue pour voilà, chercher tant année après année à progresser. Je vois l'heure qui tourne, je peux prendre une dernière question et sinon, le monsieur voilà, au 5e rang également, ce sera la dernière. Merci, bonjour, Serge Bléois, cabinet de conseil marseillais en inclusivité. J'ai une question pour nos Air France et Adecco sur est-ce qu'ils ont remarqué une disparité? Alors vous avez parlé, donc pour Air France, il y a la Hollande et la France. Est-ce qu'il y a des disparités sur les questions que se posaient, que vous avez tenté de faire? Et pour Adecco, peut-être aussi une disparité entre l'international et la France, ou voire même une disparité régionale. Est-ce que vous avez déjà eu des réponses par rapport à ça? Alors, disparité régionale, non. Et là, je parle sous couvert de Fabrice qui mène les campagnes de testing sollicitées voilà, sur le territoire métropolitain. La variable
régionale, géographique, n'est pas une variable sur laquelle qui influe les résultats et notre capacité à résister à la discrimination. Donc ça, pour à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, on ne mène pas pour le coup à cette échelle internationale de campagne de testing sollicité, donc je ne sais pas répondre. C'est la même chose, en fait, on fait des questionnaires chez KLM et Air France et en fait Monde, puisque nos équipes sont mixtes et joint dans le monde. La perception, clairement, elle est un peu assez proche, mine de rien. Il y a des questions qui diffèrent, c'est sur la religion, l'origine dans certains pays ou l'orientation sexuelle. Voilà, on peut pas adresser le même sujet de la même façon exactement sur toutes les populations, parce que la culture là, des pays et puis la législation est différente. Mais voilà, mais encore une fois, le diagnostic, il va concerner que la France pour le moment, donc je ne sais pas répondre non plus. Merci en tout cas pour votre question. Merci à vous trois pour vos réponses complètes. Je vais reposer ma question. Qui est prêt à se lancer cette fois-ci dans une démarche de diagnostic ? Je vois des centaines de mains levées dans l'auditorium. En tout cas, ce que je retiens, ce sont 2 points intéressants de nos échanges. Le premier, c'est que ces diagnostics internes sont des réels leviers, donc pour les politiques diversité et inclusion, car ils ont cette finalité de mesurer un impact éventuel ou de plusieurs critères discriminatoires sur l'issue de candidatures, sur l'issue de l'évolution de carrière des collaborateurs, des collaboratrices. Le deuxième point intéressant, c'est que ce sont des diagnostics qui s'adressent aussi bien à des organisations qui débutent dans une démarche inclusive que des organisations plus avancées. C'est-à-dire que pour les débutantes, ils peuvent servir à la fois d'état des lieux pour repérer d'éventuels risques discriminatoires, initier une politique diversité-inclusion, des actions et identifier des priorités. Et puis pour les organisations plus avancées, elles peuvent s'inscrire dans cette fameuse démarche d'amélioration continue, devenir des outils de pilotage RH et orienter des actions correctives, évaluer également leur impact. Donc je vous remercie encore une fois à tous les trois et puis à vous dans la salle qui avez été actifs cet après-midi. Merci à vous toutes et à vous tous également en ligne qui nous avez suivis et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée.